Avec ses 2400 hectares, la forêt domaniale de Bellem ne représente qu'une infime partie du massif forestier français. Pourtant, par ses futaies prestigieuses, par la réputation de ses chênes, elle constitue l'un de ses fleurons. À l'origine de sa renommée, le savoir-faire séculaire des forestiers, mais aussi une part de mystère, hérité des profondeurs de l'histoire. Ici, en effet, des générations successives ont laissé de multiples traces, enceintes et remblais qui, depuis des siècles, n'ont cessé d'intriguer. Ce voile de mystère explique sans doute l'attrait de cette forêt située au cœur de l'ancienne province du Perche. Un voile que les chercheurs tentent aujourd'hui de soulever. En présence d'éléments très intéressants, le scoriplaque coulé à cordon. C'est-à-dire que ça correspond surtout au morceau qui a certainement un fond de bas fourneau. Et cette méthode de fonte, réduction de fer, correspondrait certainement à une période antique, à défaut de résultats de fouilles. Et on en trouve beaucoup comme ça? Regardez là, vous en avez là. Vous en avez là. Ça en est recouvert ici. Là partout. Là on est sur la présence d'un ferrier. Et on le voit grâce parce que l'arbre est tombé. On a du déchet de fer fondu. Et il n'est pas rare que ces déchets de fer fondu se trouvent très souvent à proximité d'eau. C'est ce qui permettait le refroidissement. Ce qui explique les joncs là, ou les plantes qui sont visiblement des plantes de fond humide, quoi. Voilà, tout à fait. Quelques indices découverts au hasard d'une prospection, et nous voilà projetés à l'aube de l'histoire, au cœur de l'immense massif forestier qui couvre alors la région. Mais le plus beau témoignage est celui d'un moine qui s'appelle Émoin de Fleury, c'est-à-dire de Saint-Benoît-sur-Loire, qui écrit dans le courant du Xe siècle « Il y a de grandes forêts entre la Seine et la Loire, la plus importante est celle du Perche. » Alors ces limites sont des limites qui sont encore aujourd'hui inscrites dans un périmètre, puisqu'elles vont de la rive droite du Loir, c'est-à-dire la rive droite du Loir, c'est Châteaudun, Bonneval, Illiers, Combray, jusqu'à la rive gauche de la Sarthe, c'est-à-dire la forêt qui continue de porter le nom de forêt du Perche. Et on sait que cette forêt était très épaisse, puisque quand les rois mérovingiens qui s'entretuaient, comme chacun sait, avaient des difficultés, ils venaient se réfugier dans la forêt du Perche. Et alors là, évidemment, on ne pouvait plus trouver personne. Vestige de cette immense étendue boisée, le massif de Bellem, avec son lointain passé métallurgique et militaire, est peut-être un des théâtres des enjeux du premier millénaire. Au sud, des noms de lieux-dits ne cessent également d'intriguer, tels les batailles, les châtelets, l'hôtel Offrant, les fourneaux, et d'autres encore qui semblent porter les échos d'une histoire à redécouvrir. Les enceintes de terre en sous-bois ajoutent encore au mystère. Pour l'instant, on ne sait pas du tout quelle était la fonction de ces camps-là, parce que, comme il faut voir qu'on est en sommet, c'est-à-dire les camps sont en alignement sur un sommet, on pourrait penser à des enceintes Virkkansen, c'est-à-dire c'est des enceintes cultuelles. Mais comme on a une exploitation du fer tout autour qui remonte à l'Antiquité, qui est vraiment très proche, ça peut être lié à ça. Parce que si vous regardez à côté de ce camp, vous avez énormément
de micro-reliefs tout autour, comme ici, des fossés, tout ça, tout autour. Et ils sont tous agglutinés autour du camp, sans l'avoir touché d'ailleurs. Au camp déjà connu des Fourneaux, de César ou des Bruyères, s'en ajoutent d'autres, plus ou moins arasés, redécouverts par la prospection archéologique. Ces enceintes fermées apparaissent souvent liées à des cheminements ancestraux, confondus avec de simples fossés. Et ce double chemin a la fonction de pouvoir circuler sans se croiser, c'est-à-dire que vous en avez un pour descendre et un autre pour remonter. Là, vous avez une portion qui est très visible et très bien conservée. Et si on regarde bien, par rapport à la carte et la configuration du terrain, ça rejoint le ferrier qui est en haut, ainsi que les traces de carrière qui l'entourent. Ces vestiges multiples, inscrits dans le sol, trop longtemps ignorés, sont en effet essentiels pour comprendre le passé du massif et apporter un début d'explication à la fascination qu'il a de tout temps exercée. Les camps des Fourneaux, de César et des Bruyères, situés en ligne de crête, ne sont que la partie visible de ce passé. La prospection archéologique a mis en évidence 4 autres enceintes, en partie arasées, également élevées sur la partie ouest du massif. D'autres interrogations surgissent à propos du réseau des anciens chemins, ici sommairement représentés, qui suggèrent un éventuel parcellaire. Enfin, les multiples traces de ferriers confirment qu'à l'aube de notre histoire, l'activité métallurgique connaissait une rare intensité. En avoir, mais à l'époque de la pleine exploitation du fer, la forêt n'avait certainement pas du tout la même physionomie qu'elle a aujourd'hui, quoi. À l'ouest, au 1er siècle de notre ère, sous l'effet de l'extraction à ciel ouvert, la forêt primitive a quasiment disparu. Moins dense dans la partie est, les vestiges du passé suggèrent un autre contexte. Des traces d'habitat subsistent dans une parcelle baptisée le village, sans doute essartée puis abandonnée. Non loin de là, la pierre des druides, à l'origine indéterminée, sollicite notre imagination et nous renvoie, comme la fontaine de la Herse, à des rites pratiqués par les premières populations. La forêt, c'est évidemment un lieu qui est redouté, mais malgré tout qui était au Moyen-Âge très habité, beaucoup plus habité qu'elle ne l'est aujourd'hui. Tous ces villages qui étaient des villages d'exploitants, des maisons faites en bois, en planches, en torchis, etc., elles ont toutes disparu. Mais quand on se promène en forêt, il n'est pas rare de trouver des bouts de tuiles, même des petits morceaux de verre, etc., qui peuvent venir du temps où la forêt était habitée, véritablement habitée. Vaste clairière bouleversée par les ferriers, ainsi apparaît la forêt de Bellême, alors que s'ouvre le grand livre de l'histoire du Perche. Les premières chartes disponibles évoquent une forêt appréhendée comme une véritable entité, entourée d'une campagne où nombre de nos villages ont déjà trouvé leur place. L'accroissement démographique du Moyen-Âge provoque l'extension de l'espace cultivé indispensable pour nourrir une population de plus en plus nombreuse. Les pâturages, eux, sont rares. La forêt, largement ouverte, en fait office. Les ressources y sont gratuites. Les fougères servent à la litière, les arbrisseaux sont le mets choisi des chèvres, la glandée fait le bonheur des porcs, les landes accueillent veaux, vaches et chevaux. L'intensité des prélèvements amène les seigneurs de Bellême jusqu'en 1114, les comtes du Perche jusqu'en 1226, ainsi que les rois de France à contrôler ce qui peut l'être. Le meilleur moyen de regagner sur la forêt, de tirer des revenus de la forêt, de tirer aussi le bois d'œuvre qui est nécessaire
pour construction des châteaux, des églises et des maisons, c'était d'avoir une main-d'œuvre encadrée, et c'est la raison pour laquelle les seigneurs, le pouvoir temporel, ont établi des moines dans les forêts. La présence de 4 communautés monastiques a fortement marqué les limites du massif, à commencer dans la partie sud par le prieuré de Saint-Martin. C'est, pense-t-on, afin de s'attacher les bonnes grâces des comtes d'Anjou, que les seigneurs de Bellême favorisèrent l'implantation de cette communauté dépendant de la puissante abbaye de Marmoutier près de Tours. Au nord, dès le Xe siècle, le prieuré de La Chaise, donné à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, atteste des liens de ces mêmes seigneurs de Bellême avec le royaume de France. La chapelle Sainte-Catherine perpétue aujourd'hui encore le souvenir de cette implantation religieuse. Non loin de là, un autre prieuré a découpé un espace caractéristique avec moulin et étang. Il s'agit de chênes-galons, donnés aux religieux de l'ordre de Grandmont par le comte du Perche Rotrou III. Ces moines, appelés les bonshommes, avaient fait le choix de la plus extrême pauvreté. Comme les autres communautés, ils bénéficiaient du droit de prélever sur la forêt le bois nécessaire à leurs usages. Plus à l'ouest, la présence d'une autre implantation religieuse, dépendante de la puissante abbaye de Thiron, est attestée au lieu-dit Saint-Léonard.